Assalamu alaikum, shalom, bonjour et merci à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez, que ce soit ici au Togo, au pays, en Afrique et dans le monde entier. Merci aux techniciens qui nous accompagnent, c'est toujours le duo Vitogbe Koko Michel Tomega et Kodjo Jero Dakucha. Le club de la presse s'anime avec les confrères et autres invités. Aujourd'hui, c'est un confrère qui est là pour le moment. Nous attendons un second. Mais nous avons déjà deux invités qui sont avec nous. Une fois n'est pas coutume, commençons avec les invités. Nous l'annoncions hier pour mieux comprendre le problème qui a conduit à la fermeture de la microfinance Lumen et l'assurance qu'il faut donner à tout le secteur. Nous avons aujourd'hui au studio Monsieur Ange Ketor, bonjour. Bonjour Sassa. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous de toujours penser à nous. Vous êtes le directeur exécutif de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Oui, effectivement. L'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés est mise en place par la loi pour défendre les intérêts des institutions et pour informer le public. C'est à ce titre que j'ai répondu favorablement à votre appel. Merci. Nous parlons et nous allons encore parler aujourd'hui du processus devant nous conduire à l'élection présidentielle le 22 février prochain. Et comme nous déblayons le terrain au jour le jour, nous avons pris connaissance très tôt ce matin d'une déclaration sortie par l'association des cadres musulmans du Togo, déclaration qui porte sur l'environnement sociopolitique de notre pays à la veille de cette élection. Nous avons voulu en savoir davantage et nous avons à cet effet à nos côtés M. Issifou Abdourafiou. Assalamu alaikum. Votre micro, oui. Oui, je disais bonjour. Ça, c'est à tous les auditeurs et aux confrères qui sont là, ainsi que l'invité du jour. Merci. Vous partagerez avec nous en live les raisons, le pourquoi et le comment de votre déclaration. Maintenant, j'en viens à Thierry Afanouké, le confrère arrivé pour le moment. Bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Merci, c'est une tradition que nous honorons. Démarrer le club de la presse par une pensée du jour. Et aujourd'hui, c'est le vieux sage Confucius que nous revisitons, lui qui a écrit « Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle. » Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle. L'autre dirait que chacun fasse sa part et le fasse bien. Voilà. Et sans transition, nous nous transportons à Kara. Kara, où nous étions il y a une semaine, Thierry Afanouké. Oui, tout à fait. Nous étions à Kara dans le cadre de la 6e édition des journées portes ouvertes du CONAP, le Conseil national des patrons de presse. Un moment où nous, les patrons de presse, nous avons réfléchi davantage sur nos conditions de vie et de travail. Et la ville de Kara qui va accueillir à la fin de ce mois une autre formation de journalistes. C'est le patronat de la presse togolaise, PPT, qui va faire une formation des journalistes de la partie nord du Togo pour couvrir de façon professionnelle et comme il le faut les élections. Mais la même ville de Kara qui abrite la 12e, je crois, foire du paysan togolais. Tout à fait. Cérémonie qui a cours actuellement. Oui, tout à fait. Vous savez que ça fait plusieurs fois déjà que cette ville-là abrite plutôt, toutes mes excuses, ce forum
forum, c'est une occasion pour les paysans togolais de se retrouver et de réfléchir sur comment faire pour porter encore plus haut notre agriculture. Vous savez que depuis plusieurs années maintenant, le gouvernement togolais investit pas mal de fonds dans ce secteur-là, ce secteur pourvoyeur d'emploi, et avec la dynamique du nouveau ministre, je veux parler de Koutera Bataka, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc à ce rendez-vous agricole, il y a pas mal de choses. Il y a d'ailleurs la foire agricole qui a ouvert ses portes il y a 24 heures avant l'ouverture officielle du forum. Merci. Eh bien, l'agriculture togolaise qui est au défi de plus de technologie, de plus de financement également, de l'amélioration de la production, mais également d'une meilleure conservation de nos produits agricoles et également une transformation pour donner plus de valeur aux produits de nos champs. Mais la ville de Kara également qui accueille aujourd'hui beaucoup de personnes. Thierry Afanko, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait 46 ans. Le 24 janvier 1974, je ne sais pas si vous étiez né, s'est produit ce qui est entré dans l'histoire comme la catastrophe aérienne de Sarakawa. L'avion présidentiel, le DC-3, à bord duquel se trouvait le chef de l'État de l'époque, feu Étienne Gnassingbé Yadema et ses collaborateurs. L'avion s'est tombé et politiquement c'est entré dans l'histoire comme la catastrophe aérienne de Sarakawa, ce qui est également passé dans l'histoire comme le début de l'indépendance économique de notre pays. On se demande aujourd'hui si on a véritablement cette indépendance économique plusieurs années après, parce que si on voit la gestion qui est faite du pays aujourd'hui, ce n'est pas du tout gai. Parce que les Togolais trouvent difficilement à manger, la situation économique n'est pas aussi enviable que ça. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits ici et là, si je me réfère au classement du business, mais le chemin reste encore à faire, et je crois que les autorités sont conscients. Il faudrait que le panier de la ménagère puisse ressentir toutes ces réformes engagé sur le plan économique. Merci. Tout le beau monde à Kara, commencé par le chef de l'État, et tout le beau monde vont se transporter à l'après-midi sur les lieux à Sarakawa. Le cérémonial sera encore observé. On va écouter le message que feu Étienne Gnassingbé Yadema avait adressé à ses compatriotes au soir du 24 janvier 1974, après l'accident, et tout le protocole. Mais dans quelle ambiance tout cela se passe à Kara? Kara qui est endeuillé. Kara qui a connu une véritable catastrophe terrestre dans l'après-midi du mercredi 22 janvier dernier au carrefour Kara-Tomde, l'un des lieux les plus fréquentés de la ville de Kara. Nous avons joint un point focal là-bas qui se trouvait malheureusement témoin oculaire des faits. Voici le témoignage qu'il nous a envoyé. Effectivement, on a eu un tragique accident, un tragique événement. Suite à un accident de la circulation, il y avait un titan, un semi-remorque communément appelé titan, qui avait quitté l'usine de fabrication de fer à béton à la sortie sud de Kara. Alors il transportait du fer à béton, donc lorsqu'il a pris la voie, il partait pour le Bénin. Donc juste à la hauteur de la gendarmerie, il a commencé par... il a pris la pente. C'est qu'il y a une grande pente à partir de là. Donc les freins ont lâché. Le système de freinage a lâché, le système électrique aussi a lâché. Donc et la batterie, tout ça là, ça ne travaille plus. Donc il la laisse seulement en toute vitesse. Bon, ça dit que comme le véhicule était sur une pente, donc ça laisse et lui-même le chauffeur, il a sorti la tête et il criait pour que les gens cèdent quoi. Donc il a continué sa course juste à la hauteur du pont qui enjambe le fleuve Kara. Il a percuté une Prado qu'il a balancé. La Prado est tombée dans le ravin. Bon, là-bas il y a eu seulement des dégâts matériels, pas de perte en vie humaine. Mais il a continué sa course jusqu'au carrefour Tumde, où lorsqu'il est arrivé juste au niveau du carrefour Tumde, il y avait le feu rouge qui s'est allumé.
Donc si c'était le vert, il continuait sans problème. Donc le feu rouge étant allumé, il a fait un forcing parce qu'il devait rentrer en collision avec les véhicules qui allaient monter du côté est et du côté ceux-là qui descendaient, et ceux-là qui descendaient du côté est et ceux qui montaient du côté ouest. Donc il devait rentrer dans ces véhicules. Donc il a forcé le véhicule, il a engagé un grand virage et il a commencé, donc comme il a tourné maintenant pour aller vers les affaires sociales, c'est-à-dire pour aller vers Ketao. Donc direction le Bénin. C'est là il a percuté un taxi dans lequel il y avait 7 passagers, de grandes personnes, pas de grandes personnes, des gens âgés et puis un enfant de 6 mois. Donc sur les 7, c'est l'enfant de 6 mois seul qui a survécu. Maintenant, dans sa course, il a déraillé et il a percuté encore un autre taxi qu'il allait coincer contre le mur. En allant vers le truc, il a encore ramassé une femme, sa sœur et leurs 2 enfants. Eux sont tous partis. Donc au niveau du carrefour Tomde, justement, quand il faisait toutes ces manœuvres-là, c'était bon. Il sonnait presque 18h, 18h15, 18h30. Donc, il y avait vraiment de mouvements là-bas. Qu'il a ramassé des gens. Actuellement, je n'ai pas encore tellement le truc du nombre de dégâts. Plusieurs blessés graves, qui même certains auraient succombé même de leurs blessures à l'hôpital. Sinon, actuellement, on dénombre, je crois, 20 morts. 20 morts. Bon, c'est à prendre par les pincettes parce que je ne suis pas allé voir. Mais devant moi, j'ai vu les corps qu'on avait retirés du taxi et autres là. Là, déjà, ça avoisinait déjà 12. Donc, c'est comme ça s'est passé. Donc, actuellement, le véhicule est immobilisé là-bas. On n'arrive même pas à le sortir d'abord. Donc, c'est ce que nous avons vécu hier. Merci. Merci, voilà le témoignage à chaud qu'un témoin oculaire nous a envoyé. C'est pas des sources policières, encore moins officielles, mais c'est le témoignage à chaud que cet ami nous a envoyé, Thierry Afankoué. Oui. Il y a une semaine, nous étions, vous et moi, au carrefour Tomde, et voilà l'accident qui est survenu. Les freins du camion Titan qui ont lâché. Il n'y avait même pas de système électrique, donc le camion ne pouvait même pas klaxonner. Et il est arrivé au feu rouge, enfin au carrefour, pendant que le feu était au rouge, et voilà les dégâts qu'il a causés. Oui, c'est terrible, tel que décrit par l'ami. Je crois que ceci doit amener les autorités à réfléchir à l'élargissement de la voie à ce niveau-là, parce que la voie est trop exiguë, donc ce qui fait que la circulation est un peu difficile. Souvent, quand le feu est au rouge, vous voyez toute une file d'attente de véhicules, et surtout quand on sait que c'est une voie très sollicitée par les titans. Il faut repenser à la chose, surtout que il y a cette usine là de fabrication de fer à béton juste qui n'est pas loin du carrefour. Il faudrait qu'on puisse nous communiquer rapidement sur ce qui s'est réellement passé. Je crois que d'ici la fin de cette journée, le ministère de la Sécurité va se prononcer sur l'affaire, parce que les confrères qui sont actuellement en séjour à Kara ont relayé l'information sur leurs différents sites d'information. Donc c'est regrettable. Quand on sait aussi que à ce carrefour, il faut même remercier Dieu, parce que c'est l'un des carrefours le plus animé de la ville de Kara. Il y aurait pu avoir plus de dégâts que ça, quand on sait que c'est un carrefour. Surtout si le camion avait percuté, disons, la pompe, voilà, la station, voilà, la station Tiwal qui est à ce carrefour-là. Donc, toutes nos condoléances. Nos condoléances à la ville de Kara et à nous tous, mais élargir nos rois, mais ça pose encore le problème de l'état de nos véhicules, la visite technique. Oui. Comment est-ce que le système de freinage de ce véhicule a pu lâcher? Comment est-ce que la batterie même ne fonctionnait pas, qu'il ait pu klaxonner? Quel est l'état de nos véhicules quand nous sortons? Nous nous en remettons à Dieu. Ange Ketor, rebonjour. Bonjour, Sassa. Eh bien, il s'est passé depuis 2 semaines une situation désagréable dans notre quartier, puisque la microfinance Lomène, c'est au quartier Gbadago où nous sommes pratiquement, et nous en parlions hier, et le confrère de la Nouvelle Tribune écrivait que c'était le ministère de l'économie et des finances qui a retiré son agrément à Lomène.
Mais cela se passait pendant que l'autre confrère, c'est Togo Matin, qui titrait hier même que le secteur de la microfinance a plutôt le vent en poupe. Togo Matin écrivait donc hier, en 2019, les crédits ont connu une hausse au 3e trimestre. Et l'année 2019 a été un succès pour la microfinance au Togo. Les crédits des microfinances ont connu une hausse de 8%. Voilà le plan général et le cas particulier de la microfinance Lumen. Mais dites-nous, vous qui êtes le directeur exécutif de l'association professionnelle des systèmes financiers et financiers décentralisés, qu'est-ce qui est arrivé à votre collègue Lumen? Merci beaucoup. Vous avez planté le décor, vous avez présenté la situation générale, mais vous êtes plus préoccupé par la situation de Lumen. Allons-y. Lumen a vu son agrément retiré par l'autorité de tutelle. Et l'agrément a été retiré le 29 octobre 2019. La notification a été faite en janvier à l'institution. Et motif, l'agrément de la caisse d'épargne de crédit Lumen Cisa Lomé est retiré pour cause de manquement grave et répété aux dispositions de la loi, caractérisé notamment par la signature d'un contrat de cession d'agrément dans le but de couvrir les opérations de collecte et de dépôt de la société Citopé qui effectuait ces opérations sans autorisation. Donc, c'est l'article 1er de l'arrêté. Le motif, c'est qu'il y a eu cession d'agrément. Cession d'agrément qui est un acte illégal. Pour collecter l'épargne publique, il faut requérir l'autorisation de l'État. En l'espèce, Lumen, l'institution qui s'appelle Lumen, a son agrément et qu'il a cédé à une autre structure qui est illégale. Citopé, qui n'a pas l'autorisation. Donc, l'autorité est fondée à retirer cet agrément-là pour exercice illégal de l'activité. Maintenant, l'autorité est garante de l'épargne serait garante de l'épargne si l'institution avait l'autorisation. Est-ce que vous voyez? Donc, Lumen a l'agrément, l'autorité trouve que la cession d'agrément est illégale, à retirer l'agrément. Au-delà de ça, ce qu'on en sait, c'est que l'autorité, dans un autre document, a trouvé la gestion de l'institution peu orthodoxe. Donc, ces deux motifs-là, suivant l'autorité, dans la peau de l'autorité, c'est que l'épargne de la population est en danger. Donc, c'est ça le fondement de la décision. Voilà les deux raisons qui ont conduit le ministère de l'économie et des finances à retirer son agrément à Lumen, d'accord, mais l'épargnant, les pauvres épargnants qui ont déposé leur argent de la sueur au sein de Lumen, qu'est-ce que le gouvernement par le ministère des Finances et vous, l'association professionnelle des secteurs des systèmes financiers décentralisés, quelles mesures avez-vous prises pour sécuriser, garantir l'épargne qui est déposée dans Lumen? Oui, en termes de solutions ou de palliatifs, l'arrêté continue en disant qu'un liquidateur sera nommé par le ministère. La liquidation, en français facile, c'est qu'on met les biens, les dettes de l'institution sur la table, on voit ce qu'on peut dégager, ce qu'on peut vendre, ce qu'on peut dégager, on consulte les comptes, les comptes banques et puis l'encaisse, on fait le point, on détermine un coefficient de liquidation et sur la base du coefficient de liquidation, on peut décider, par exemple, sur 100 francs de restituer 90 francs, sur 100 francs de restituer 75 francs, c'est sur la base du coefficient de liquidation qu'on peut décider de comment on restitue l'épargne aux populations. Et c'est une situation déplorable. Nous avons toujours sensibilisé la population. Vous épargnez dans une institution, premier réflexe, demandez si l'institution est agréée. Autre réflexe, participer à l'Assemblée générale annuelle. Vous avez, la loi vous autorise à intervenir dans les institutions pour demander des informations. Vous n'avez pas besoin d'aller
avoir un master en finance pour lire les états financiers. On peut vous expliquer. La loi autorise le bénéficiaire à aller poser des questions sur les états financiers. Maintenant que la population n'est pas assez outillée pour poser ces questions, elle est victime. Elle est victime d'une situation. Mais notre prière, ce serait que l'autorité prenne vite la situation en main pour que le liquidateur soit nommé et que la situation soit tirée au clair et que la population rentre dans son épargne. Mais, les liquidateurs ne sont pas du ministère de l'économie et des finances, c'est des gens qui relèvent du ministère de la justice. Et ça ralentit. Monsieur Ketor, concrètement, qu'est-ce que tout sera mis en place et que les épargnants sachent? Je ne peux pas donner de délai. L'autorité qui a signé l'arrêté dit un liquidateur sera nommé. Donc, si vous voulez, vous invitez le ministère sur le plateau pour vous donner les délais. Moi, je ne peux pas donner de délai. Je ne peux pas donner de délai. Moi, je suis responsable de la promotion du secteur. La surveillance est assurée par le ministère de l'économie et des finances, qui a donné l'agrément. Maintenant, si le ministère l'a retiré, si le ministère donne des délais, c'est des délais qu'il faut, c'est des délais fermes. Je ne vais pas m'aventurer à donner des délais. Merci de Mais je peux commenter. Si vous me posez des questions, je peux faire des commentaires. Alors justement, les commentaires que nous attendons de vous, est-ce que ce qui vient d'arriver à Lumène peut impacter tous les secteurs de la microfinance? Autrement dit, nous qui avons nos épargnes dans les SFD, nous qui prenons des crédits là-bas, est-ce que nous avons quelques raisons de nous inquiéter? Impacter, je ne comprends pas. Mais ça peut avoir des effets. Parce que nous traitons avec une certaine couche de la population qui n'a pas toute l'éducation financière nécessaire. Les gens confondent les institutions et peuvent, avec un carnet, aller dans une autre caisse pour faire des retraits. C'est là où moi je vois les effets que ça peut créer. Alors, les gens peuvent à ce niveau-là, quand nous avons abordé le sujet entre journalistes hier, après l'émission, j'ai reçu au moins une dizaine d'appels et les gens voulaient savoir s'ils devaient aller dans différentes microfinances ici pour toucher leur argent. Est-ce que vous avez eu écho d'un autre retrait d'agrément? Est-ce que vous avez eu écho? L'autorité est garante de l'épargne publique. L'autorité ne peut pas vous créer des ennuis. Théoriquement, c'est ça. Maintenant, si vous voulez aller dans les institutions, sonder, voir s'il y a des difficultés, vous pouvez aller. Mais aller retirer, ça aussi, c'est pas bon. Vous allez garder l'argent où? C'est pas orthodoxe. Moi, je ne peux pas vous conseiller d'aller retirer de l'argent. Mais vous pouvez demander des informations. Je suis là. Vous m'avez joué, vous m'avez eu. J'en peux vous poser des questions. On est Togolais comme tout le monde. Mais ce que vous êtes en train de dire là, est-ce que vous êtes sûr que je n'ai pas de parents là-bas? Vous êtes sûr que mes parents n'ont pas de dépôt là-bas? Donc, les gens doivent nous faire confiance. Mais on peut pas aller retirer parce que une institution a vu son agrément retiré. Je comprends bien, le problème est circonscrit. Le problème est circonscrit à Lumène. Si vous voulez avoir des informations, on est disponible à vous les donner, ou bien vous approchez du ministère des Finances pour avoir. Vous êtes préoccupé par le calendrier. Moi, je ne peux pas vous donner le calendrier. Le ministère peut vous donner le calendrier. Merci. Alors, vous avez dit, c'est vous, vous avez en charge la promotion du secteur de la microfinance au Togo. Alors, est-ce que vous n'avez pas vu le mal venir auprès de Lumène? Oui, le mal, en tant que spécialiste, on le voit venir. On donne les alertes aux structures qui doivent prendre en charge les informations qu'on donne. Nous gérons 500 et quelques institutions. C'est pas Lumène seul qu'on gère. Au 30 septembre 2019, nos institutions, caisse de base, point de vente, faisaient 565 points de vente. Si on doit se préoccuper de ce que chacun fait tous les matins, ça va être compliqué. Mais on donne les alertes. C'est une situation qu'on voit venir. Vous voyez, Lumène est une institution fondamentalement fondée sur, fondamentalement fondée sur l'épargne tontine, qui est très volatile. Vous faites du volume, mais si on ne fait pas attention, ça se volatilise.
Donc, on peut tomber vite dans des dépenses de prestige en voyant comme ça le flux d'argent venir. On peut embaucher tant de personnel parce qu'on a des commissions. Mais si on ne fait pas une comptabilité analytique, on peut ronger l'épargne de la population sans le savoir. C'est de loin ce qui est arrivé à Lumene. Ils ont collecté beaucoup d'argent. L'argent qui se dépose aujourd'hui, qu'on retire demain matin, qu'on dépose une semaine, qu'on retire la deuxième semaine, c'est pas de l'argent stable. Et vite fait, on tombe dans les dépenses parce que on a de l'argent sous la main. Rapidement, le peu qu'on a sur les comptes, on peut les ronger. Les informations que j'ai ici font état de 284 000 membres tontiniers. 284 000 membres tontiniers contre 922 sociétaires. C'est-à-dire ceux qui ont les parts sociales à 5 000, ils sont 922. Mais ceux qui épargnent sont 284 000. Donc, l'institution s'assoit sur de l'argent qui n'est pas stable. Et vite fait, on tombe dans des dépenses dont on n'a pas la capacité. Donc, c'est de loin ce qui peut arriver à l'institution. Il y a aussi une question de gouvernance. Si le DG est le seul maître à bord qui peut décider de tout ce qu'il fait, il n'y a pas un contrepoids sur les décisions. Il est seul, il prend les décisions. Et s'il n'est pas bien éclairé, là, vous tombez tous dans un trou. D'où encore une fois la vigilance des organes comme le conseil d'administration, le comité de crédit, le conseil de surveillance et également la vigilance de tous les membres de nos différentes institutions de microfinance. Oui, Thierry Afankoué? Oui, j'aimerais poser une question à Monsieur Ange. Et je ne comprends pas. Et comment se fait-il qu'on a laissé Sichopé exercer dans l'illégalité et que ce n'est qu'en 2019 qu'on est en train de retirer l'agrément à Lumene qui a sous-traité son agrément? Oui, c'est aussi ça les limites des contrôles. Quand je prends l'exemple, c'est le cas de toutes les cellules ministérielles dans le mois. Les cellules ministérielles n'ont pas souvent les moyens de leur politique. Vous voyez une cellule ministérielle qui est censée couvrir 560 et quelques caisses, avoir une dizaine d'inspecteurs. La cellule n'a pas les dotations nécessaires pour faire le travail. Ça, c'est connu. Donc, parce qu'il n'y a pas de contrôle, il y a des situations qui peuvent perdurer sur le terrain. Donc, c'est là, lesquelles devaient être contrôlées au moins une fois par an. Mais la cellule ministérielle n'a pas les moyens humains, matériels, financiers pour faire les contrôles adéquats. Mais quand les gens sont de bonne foi, même s'il n'y a pas de contrôle de l'autorité, ils s'organisent pour faire le contrôle. Ça se parlait de conseil de surveillance. Le conseil de surveillance est un organe de contrôle. En interne, on peut avoir un audit. Mais si les gens sont de bonne foi, s'ils ne sont pas de bonne foi, ils vont dire que le ministère n'a pas fait le contrôle et c'est pour ça. Donc, le contrôle devait être fait par l'autorité de tutelle. Ça a manqué. Mais une autre question, oui, par rapport à l'explication que vous venez de donner au nombre de tontiniers et autres là, ça risque d'alarmer en bon sens les adhérents ou les membres de Lumene en ce sens que l'agrément n'a pas été retiré parce que Lumene est en difficulté de liquidité. L'agrément a été retiré parce que Lumene a sous-traité son agrément. Oui, et je vous ai dit. Donc il faut rassurer les membres. Il n'y a pas, dès que l'autorité dit qu'elle va nommer un liquidateur, je crois que la situation est prise en charge. Maintenant, il faut parler de délai. Et c'est l'autorité qui sait dans quel délai ça va se réaliser. Et alarmer les gens, etc. Je pense que vous êtes là pour informer l'opinion. Vous avez l'arrêté ici, vous pouvez en prendre copie et rassurer l'opinion que la situation sera prise en charge par l'autorité. Merci Ange Ketor. Vous intervenez au nom de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Nous allons continuer nos investigations, nos démarches auprès du ministère des Finances, notamment la CASIMEC, avec l'espoir
que nous aurons également une voix autorisée du ministère pour nous éclairer davantage et nous rassurer, pourquoi pas. Mais Ange Keto, vous dites que le mal est circonscrit à la microfinance Lumen, le reste du secteur se porte... Ça, c'est le reste du secteur se porte bien. J'ai les agrégats ici que je tiens de la Banque centrale. L'encours d'épargne est en évolution, l'encours de crédit est en évolution. Je pense que tout est dans la qualité des services, dans la gestion des institutions. Je ne dis pas que dans la microfinance, il n'y a que des saints. Nous avons nos défis, nous avons nos préoccupations, mais globalement, le système est en forme. Merci. L'occasion pour nous d'adresser mes salutations coopérativement amicales à la COPEC Maturité, où est logé mon salaire, et à la COPEC Solidarité, où j'ai également quelques 2-3 francs, avec au sommet la FUSEC Togo qui... merci beaucoup, mais Ange, vous restez à nos côtés. Peut-être que les auditeurs voudraient en savoir davantage lorsqu'il sonnera midi. Le temps pour nous d'ouvrir maintenant la page du processus devant nous conduire à l'élection présidentielle dont le premier tour est le 22 février prochain. Et comme nous le faisons au jour le jour, nous partageons les développements. Et les développements qu'on peut évoquer aujourd'hui, Thierry, c'est qu'il y a toute une série de formations qui sont faites. La Cour conditionnelle est au 3e jour de son séminaire interne. La même Cour constitutionnelle qui organise un séminaire international la semaine prochaine. Quant à nous, les journalistes, nous n'avons que l'embarras du choix. Il y a une semaine, c'était le CONAP à Kara. Kara, où va se transporter PPT la semaine prochaine. Mais déjà, cette semaine, c'est la HAC qui forme les animateurs journalistes à Takpamé. De l'autre côté, le comité de suivi que le gouvernement a mis en place s'est réuni cette semaine. On a suivi tous les acteurs, le ministre Boukessi, le ministre Yark, le ministre même de la Justice était là. On a entendu la HAC, la CENI, sur l'évolution de la situation. La CENI qui a tenu la semaine dernière des journées portes ouvertes à son siège national et au siège de toutes les CELI. Tout cela amène, et puis c'est pas fini, nous avons dans nos murs une mission de l'ONU et même de la CEDEAO qui forme également les acteurs, formation tout azimut, ce qui amène Togo Matin a écrit présidentielle 2020, les Nations Unies, la CEDEAO accompagne le Togo, et Togo Matin qui va même écrire le Togo sur le point de confirmer son expertise en Afrique. Thierry, avec tout ce que nous disons là, quelqu'un qui nous entend peut dire que le Togo a une expertise en matière d'organisation d'élections claire, transparente et apaisée. Malheureusement non. Sinon, il n'y aura plus des conflits post-électoraux. Toutes ces formations que vous venez d'énumérer, en principe, devraient... Je ne fais que rappeler. Oui, devraient participer à des élections équitables, transparentes et libres. Fort malheureusement, ce n'est pas le cas dans notre pays. Je ne sais pas pourquoi il y a toutes ces formations ou tous ces accompagnements, mais au finish, le processus est toujours entaché d'irrégularité et je ne sais pas en quel sens? Dans tous les sens. Du processus de recensement jusqu'au jour de vote, jusqu'à la date de la proclamation des résultats. Vous connaissez tout ce qu'il y a quand il y a élection dans notre pays. Notre souhait, c'est que notre pays soit véritablement, puisse avoir véritablement une expertise en matière électorale à vendre à l'extérieur. Mais depuis 2007 que personnellement j'assiste au processus électoraux, je vois que nous sommes loin. Nous sommes loin des processus apaisés, si bien même que c'est le souhait de tout le monde. Merci. Juste pour rappeler que pour ce qui concerne l'élection en cours, la CENI a informé l'opinion la semaine dernière que le fichier électoral a été audité avec l'expertise de la CEDEAO et de l'OIF.
Seulement que les conclusions de oui, cette expertise-là ne nous dit pas que le fichier est fiable ou pas, parce qu'ils ont utilisé des termes tellement techniques au point où on ne se retrouve pas. Or, le problème des Togolais aujourd'hui, c'est qu'on nous dise que sur la base de ce fichier-là, on peut aller sans inquiétude au scrutin du 22 février 2020 sans qu'il n'y ait pas de problème par rapport au fichier électoral. Je crois que les partis engagés dans ce processus-là sont beaucoup plus préoccupés aujourd'hui par la candidature unique ou pas de l'opposition, ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, ils ne se sont pas prononcés, en tout cas, sur les conclusions de cette expertise-là de la CEDEAO et de l'OIF. Et justement, rappeler que des critiques, pour ne pas dire des inquiétudes, sont toujours émises. Jusqu'il y a des candidats. Le candidat Jean-Pierre Fabre et son parti ANC émettent des inquiétudes avant même d'avoir déposé les dossiers. Et bien que son dossier est déposé, validé, le même Fabre continue à attaquer certains aspects du processus. Il en est de même de Agbouyomi Kodjo, qui émet également des préoccupations pour être rassuré sur toute la transparence, et également la société civile, notamment le Front citoyen Togo Debout, qui a sorti des déclarations pour s'inquiéter de l'anticonstitutionnalité de la Cour constitutionnelle, dont le processus de mise en place ne rassure pas Togo matin citoyen, le Front citoyen Togo Debout. Ça, juste sur la démarche de l'ANC, je ne suis pas juriste et je peux me tromper là-dessus, même si la démarche est à saluer, mais je me demande, est-ce que il revient à la Cour constitutionnelle de constater de la constitutionnalité de notre constitution? Je ne sais pas si je me fais comprendre. La Cour constitutionnelle a pour prérogative plutôt de constater la constitutionnalité des lois votées en conformité avec notre constitution. Donc là, c'est un débat trop élevé pour moi. Ce que moi je retiens, c'est que Fabre demande que 2 juges de la Cour constitutionnelle, à savoir Abdou Assouma et Amadou Djoko, se retirent parce qu'ils ont déjà fait plus de 2 mandats. Et Fabre demande également que la candidature de Jean-Pierre Fabre soit invalidée parce que l'article révisé de la Constitution qui fonde fort à se représenter serait également anticonstitutionnel, d'après ce que c'est ce que moi je comprends de la sortie de Fabre. Mais toujours des inquiétudes sur le processus électoral. La preuve, une longue interview que l'alternative produit aujourd'hui, qui émane de Komlan Kpogli depuis la Suisse. Kpogli Komlan qui dit détruire la peur et la méfiance entre Togolais. Voilà, c'est ce à quoi appelle Komlan Kpogli que le régime, il dit le régime franco-nyasingbe a érigé la peur et la méfiance que Kpogli appelle à détruire. Un peu la même inquiétude qui transparaît dans la déclaration numéro 001-BNC-ACMT-2020 sur la situation sociopolitique du Togo. L'association des cadres musulmans qui a sorti une déclaration hier ou aujourd'hui. Et pour cela, nous avons à nos côtés le président de cette association, Issifou Abdourafiou. Rebonjour. Bonjour Sass et bonjour à tous les auditeurs. Et auditrices. Et auditrices, naturellement. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui vous a conduit à sortir cette déclaration datée, je crois, d'hier ou d'aujourd'hui? D'hier. Merci à tous. Et vous savez que actuellement, nous traversons une période un peu sensible à la veille des élections. Et connaissant les précédentes élections présidentielles que nous avons connues dans ce pays, avec son lot de morts et de blessés. Et bref, nous nourrissons des craintes. Quelles craintes, par exemple? Et vous n'êtes pas sans savoir que les récents événements qui sont connus à Bafilo, où on a eu à assister à des bastonnades, à des gens qui ont été enlevés. Et je crois que ça, c'est récent. Je crois que c'est des informations qui doivent nous inquiéter par rapport à la situation post-électorale. On se demande où est-ce qu'on va. Parce que là, nous vivons une situation de crispation sociale qui est vraiment réelle, avec
l'état de siège que nous connaissons à Bafilo, à Sokodé, à Mango et à Zongo. Bon, donc c'est un peu ça la situation. Merci. Donc cette situation à Sokodé, Mango, Bafilo, Zongo et Palimé, vous écrivez que une certaine communauté islamo-thème ou bien kotokoli musulmane serait stigmatisée. Alors votre déclaration dit que si un thème kotokoli ou bien si un musulman a commis un délit, l'autorité peut le poursuivre, l'arrêter. Mais vous dites craindre une certaine confusion ou une certaine amalgame sur la communauté kotokoli musulmane. Et ce que nous dénonçons, c'est le refus de l'instrumentalisation des ethnies, de la religion et des régions à des fins politiques. Ça, c'est quelque chose de très important dans la cohésion sociale. Donc, nous ne voudrions pas qu'il y ait cette instrumentalisation. Et nous savons que quand de ces situations-là arrivent, c'est des prémices à des situations de crise, d'autant plus que nous sommes à la veille des élections présidentielles. Mm-hmm. Alors, de ce constat, vous vous adressez directement aux 7 candidats en liste pour cette élection. Qu'est-ce que vous leur demandez à ces 7 candidats, aussi bien individuellement que collectivement? Et aux 7 candidats à l'élection présidentielle, nous voudrions appeler à une certaine conscience, et à une certaine responsabilité. Et on a l'impression aujourd'hui que les gens vont aux élections juste pour être président. Quand je n'en veux pour preuve que les dernières informations, les derniers éléments qui sont passés à Bafilo, il n'y a même pas eu un seul candidat qui a levé le doigt pour ne serait-ce que signaler cette situation d'injustice. Cela est préjudiciable pour la suite des élections. Parce que là, moi je pense même que c'était même une opportunité pour les candidats. Quand quelqu'un subit une injustice, alors que vous aurez à solliciter ses voix, c'était une opportunité pour dire, même si on ne peut pas combattre l'injustice, ne serait-ce que dénoncer cela, c'est des points que vous allez avoir auprès de cette population-là. Mais malheureusement, cela est passé sans que aucun candidat, ni même l'État qui est censé être garant de la sécurité et de la cohésion sociale ne dise un mot. Merci. La déclaration finit par cet appel à des élections véritablement libres et transparentes qui auront le mérite de garantir une absence de crise post-électorale. Thierry Afanke, je ne sais pas si vous avez connaissance de cette déclaration de l'Association des cadres musulmans. Oui, je l'apprends comme vous, mais je crois que leur sortie est louable. Maintenant qu'ils ont lancé l'appel, il faudrait que les 7 candidats, et en plus de cela, l'État togolais, comme il a dit, qui est le garant de la cohésion nationale, puisse s'intéresser davantage à la chose, qu'on ne puisse pas continuer par brimer une certaine population, parce que cela peut nous amener sur un autre terrain, ce que nous ne souhaitons pas pour notre pays. Il faudrait que les uns et les autres puissent se ressaisir en cette période très sensible pour que nous puissions connaître une élection apaisée. Oui, Abdou Rafiou Issifou, je reviens à cet extrait de votre déclaration. Vous écrivez, tous les Togolais de l'opposition, du pouvoir, de la société civile et ceux qui ne sont d'aucun bord doivent aimer notre pays et en faire la priorité dans leur choix. Et c'est dans ce sens que l'association des cadres musulmans reste convaincue que si cet amour existe en chacun de nous, cela suffira pour éviter le chaos que certains craignent déjà. Effectivement, au niveau de l'association des cadres musulmans au Togo, on a l'impression que le patriotisme n'existe pas en le Togolais. Ça, honnêtement, il faut être franc. Et dans le comportement quotidien des Togolais, vous sentez que vraiment le patriotisme, ce n'est pas ça. Je donne juste l'exemple précédent des violences qui se sont passées récemment à Bafilo. Et on a vu personne presque lever le moindre doigt pour vraiment dénoncer cela. Quand on est patriote, on aime son pays là, c'est que on doit aimer les autres. Et quand on aime les autres, une situation d'injustice, on ne peut pas se taire. Et cela est préjudiciable pour la cohésion sociale.
Et c'est l'occasion vraiment d'inviter les différents candidats à réfléchir, à mûrir leurs réflexions sur l'objectif pour lequel ils sont présentés en tant que candidats pour être demain président de la République. Et c'est un chantier auquel nous invitons celui-là qui sortira des urnes, pourvu que cela soit transparent et vraiment qui reflète vraiment la volonté du peuple togolais, que la personne en fasse un chantier, le patriotisme. Vous voyez, dans la sous-région, nous connaissons des pays où vraiment c'est des exemples de peuples vraiment citoyens. Et je ne vais pas citer les cas, le cas des Burkinabés, vous connaissez, vous savez, vous en savez, le cas des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, est-ce que réellement en tant que Togolais, quand on se regarde droit dans les yeux, est-ce que vous pensez que, monsieur Sass, nous, à travers notre comportement quotidien, le bien public, les détournements et les injustices, est-ce que vraiment cela montre que nous sommes patriotes, nous aimons notre pays? Cela doit être une source de réflexion pour nous tous. Merci. Alors, un auditeur voudrait savoir, à part le fait de sortir cette déclaration, est-ce que vous l'avez adressé personnellement à chacun des 7 candidats qui aspirent à nous gouverner pour 2020-2025? En tout cas, dans le plan de communication, il devrait y avoir une ampliation à tous les candidats et aussi bien d'autres structures. Et je crois que ce serait fait. Oui, je crois que ce communiqué-là des cadres musulmans doit intéresser ou du moins interpeller le ministre de la Sécurité et son homologue de l'administration territoriale qui ces temps-ci excelle dans la catégorisation des associations. Je crois que ce qui est relevé dans ce communiqué sont des faits réels. Et le candidat qui serait appelé à diriger le pays dans les 5 prochaines années, je crois que va diriger le Togo avec les populations de Bafilo, de Sokodé et de Mango. Donc, il faudrait que... les candidats iront d'abord faire campagne dans toutes ces contrées-là. Et puis, le régime actuel a des cadres, dans ces milieux. Et on sait comment ces cadres-là envahissent ces temps-ci, ces 3 villes-là. Il faudrait qu'ils puissent travailler à l'apaisement pour que le processus ne puisse souffrir d'aucun problème dans ces 3 villes-là. Merci, président Issifou Abdou Rafiou, de l'association des cadres musulmans. Vous avez dû faire un grand effort. C'est vendredi, jour de grande prière pour nous, pour vous, mais vous avez trouvé le temps quand même d'être à nos côtés. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, nous continuons quand même cette émission d'ici midi, le temps que les auditeurs et auditrices nous complètent. Thierry, malheureusement, le confrère que nous attendons n'est pas arrivé. Donc, continuons avec les enjeux de ces élections. L'enjeu numéro 1, c'est soit le parti au pouvoir aspire à faire gagner son candidat, Faure Gnassingbé, ou bien de l'autre, l'un des 6 candidats de l'opposition, des rangs de l'opposition pense ou bien aspire aussi gagner et réaliser ce qu'on appelle l'alternance et que on souhaite vivement. Alors, revue de presse avec le confrère l'évêque de la nation qui écrit à la page 3, présidentielle 2020, la bataille pour la place du meilleur perdant déjà engagé. Et si on lit cet article-là, c'est comme il n'y a pas match, que le candidat du pouvoir, Faure Gnassingbé, est déjà gagnant ou part avec les faveurs des pronostics. Mais même chose qu'écrit le Canard indépendant, qui écrit lui que le favori de cette élection semble être Faure Gnassingbé, le président sortant, au regard des moyens déployés sur le terrain, de la position partisane des institutions de la République, de la faiblesse, de la division et du manque de stratégie de l'opposition. Voilà deux analyses de 2 journaux différents, mais qui conduisent au même effet. Oui, même si Faure Gnassingbé, selon les confrères,
par favori pour le scrutin du 22 février. Ne perdez pas de vue que on a connu des situations où à la fin c'est le favori qui perd finalement les élections. Donc moi je dis que tout est encore jouable parce que on ne sait pas ce dont disposent les uns et les autres, parce que depuis quelques jours les 7 candidats en lice, personne ne dit mot, on ne sait pas ce que le travail souterrain qu'ils sont en train de faire, dont le jeu, à mon avis, est encore ouvert. Et si véritablement les conditions sont réunies, je parle des conditions d'équité, les conditions de transparence et surtout que les vrais résultats des urnes soient connus. Vous avez parlé tantôt du fait que la CENI a communiqué le nombre de bureaux de vote et le nombre d'électeurs. On nous parle de plus de 9000 bureaux de vote. 9389. Voilà. Mais quand on sait que par moment il arrive des bureaux de vote fictifs, il faudrait que ces candidats qui sont en liste puissent travailler ou du moins à mettre un dispositif en place afin de contrôler le processus du vote même jusqu'à la centralisation des résultats jusqu'au jour de la proclamation, parce que nous ne voudrons plus d'une élection et que après la proclamation X ou Y se dit voilà c'est moi qui ai gagné, voilà c'est elle qui a gagné, alors que ceux qui se disent gagnants ne sont pas en mesure de nous présenter les vrais résultats ou du moins la compilation qu'ils ont eu des résultats. Donc, il faudrait que cette année, si jamais les candidats en liste mettent des moyens en place pour la compilation des résultats, qu'on ne débarque pas sur les lieux et qu'on saisisse les matériaux et tout cela. Nous voulons un scrutin apaisé mais transparent. Dans ce sens, le candidat Guillaume Kodjo a laissé entendre qu'il a une stratégie pour couvrir tout le territoire et se donner les moyens de la compilation des résultats. Mais à ce niveau, il est important de rappeler que la loi électorale laisse le soin à la seule CENI de proclamer les premiers résultats provisoires. Oui, mais la loi électorale n'interdit pas aux candidats d'avoir un centre de compilation des résultats. Nous ne demandons pas aux candidats de proclamer les résultats avant les résultats de la CENI, mais il faudrait que les résultats qui seront proclamés par la CENI soient conformes aux résultats ou bien au PV que les différents candidats en liste à cette élection auront. Donc c'est tout ce que nous demandons. Nous voulons en tout cas pour la première fois que le perdant soit en mesure de féliciter le gagnant et que le gagnant aussi puisse reconnaître le mérite des perdants. Ce n'est qu'en cela que notre démocratie pourra grandir. Merci encore une fois. Ces 7 candidats qui compétissent pour le fauteuil présidentiel 2020-2025 et il y a le canal indépendant qui s'intéresse à Guillaume Kodjo qui l'écrit à Guillaume le choix pour un changement réaliste. Thierry Afanoukoui, oui, quand vous suivez les premiers signes de la pré-campagne de Guillaume Kodjo, d'abord comment il a été désigné, les ralliements qu'on observe autour de lui et la communication qu'il commence, est-ce qu'on peut entretenir l'espoir de voir en lui une éventualité de changement? Il peut être désigné de la meilleure façon, mais si le candidat même et son équipe n'investissent pas le terrain comme cela se devrait, il leur serait difficile de gagner. Vous savez que nous sommes dans une élection présidentielle et qui dit élection présidentielle parle de moyens financiers importants. Donc il faudrait que ces candidats-là, si jamais ils veulent battre Fogna Singbe dans les urnes, il faudrait qu'ils puissent mobiliser les moyens financiers et des ressources humaines qu'il faut pour que le travail sur le terrain soit un travail concret et puis avoir du contenu. Il faut avoir du contenu à présenter aux Togolais pour qu'on puisse faire la part des choses. Et puis, cette fois-ci, il faudrait aussi que les Togolais ne puissent pas voter parce qu'il faut voter, mais il faut voter utile. Nous savons que nous tous, nous connaissons l'état dans lequel se trouve notre pays. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est deux choix.
C'est-à-dire, soit vous décidez de continuer avec ce qui se fait depuis fort longtemps jusqu'à aujourd'hui, ou soit vous marquez la rupture pour qu'on puisse passer à l'alternance. Donc, il revient aux Togolais, en tout cas ceux qui ont leur carte d'électeur, de trancher dans les urnes. C'est dans ce sens que, au cours de la conférence de presse qu'il a animée en semaine, Monseigneur Podro disait que les élections du 22 février seront une forme de référendum, Oui. Pour ou contre la politique de Faure Gnassingbé. Mais l'essentiel, qu'est-ce que les Togolais veulent? Quand la campagne va s'ouvrir officiellement à partir du 6, on pourra mieux écouter les candidats et leur projet de société. Mais à ce sujet, par anticipation, déjà le Canard indépendant donne une idée de ce que veulent les Togolais. On verra cela. Mais parlons encore un peu de Agboyome. Vous avez dit tantôt, lui, Agboyome, tout comme tous les candidats, auront besoin de moyens financiers, techniques, notamment des véhicules pour couvrir tout le territoire, mais également des ressources humaines. Oui. C'est dans ce sens que Agboyome a commencé à procéder à des nominations. Il a nommé le coordinateur général de sa campagne, Philbert Atisso. Il a nommé la directrice de sa campagne, qui est Madame Djamagbo Johnson. Par la suite, il y a eu toute une liste de conseillers en ceci, en cela. Arakiri s'en inspire et écrit que même un imam proche du PNP a rejoint les rangs du candidat Agboyome Kodjo. Nous avons la chance d'avoir encore le président de l'association des cadres musulmans. Voilà, je ne sais pas si vous avez connaissance de l'équipe d'Agboyome, mais dans son équipe de campagne figure un imam de Bafilo, qui est l'un de ses... Pas les moindres. Et pas des moindres. Cet imam qu'on soupçonnait être proche du PNP hier, mais qui a rejoint de l'équipe de Agboyome. Qu'est-ce que ça vous dit, vous qui vous inquiétiez que les candidats ne s'intéressent pas beaucoup à certaines situations sur le terrain? Bon, je crois que à travers votre mot, en dernier ressort, vous avez parlé du fait que l'imam, qu'on puisse s'assurer que l'imam est vraiment membre du PNP, parce qu'il faut partir non, de là. c'est Arakiri qui dit que cet imam-là est proche. Voilà. Donc, proche, vous savez, on peut être proche à 1 millimètre comme être proche à des kilomètres. Tout à fait. Bon, je crois que Agboyome est en train de s'organiser sur le plan national et il a besoin des gens influents sur le terrain. J'analyse le problème sous cet angle. Bon, quitte à voir que la personne est du PNP ou d'autres partis politiques, je crois que il revient au PNP si réellement l'imam est proche ou il est réellement membre du PNP de se prononcer et peut-être de le déchoir de son identité de membre du parti politique PNP. Mais à ce sujet-là, on pourrait quand même s'étonner du silence de la candidature d'Agboyome sur les événements dont vous parliez tantôt à Bafilo. Si Agboyome compte dans son équipe quelqu'un, une personne ressource, imam à Bafilo, on peut s'étonner que ce conseiller n'ait pas signalé au candidat qu'il y a des situations qui mériteraient qu'il se prononçât. Effectivement, c'est ce que j'avais dit précédemment, que le cas de Bafilo était une grande opportunité pour les candidats. Tous autant qu'ils sont. D'autant plus qu'ils vont aller solliciter les voix de Bafilo. Et il fallait sauter sur l'occasion, ne serait-ce que sortir un mot qui dénonce cette situation. Et la population se sentirait sensible au cas d'injustice qu'elle subit. Et du coup, même si vous n'allez pas sur le terrain pour battre campagne, déjà vous pouvez avoir espoir que vous avez déjà des voix au niveau de Bafilo sur lesquelles vous pouvez compter. Donc, je crois que ça donne à réfléchir et ça doit faire réfléchir à nos candidats sur réellement leur intention. Parce que là, c'est là que se pose le problème. Ce que vous dites là me rappelle une citation, je crois, de Desmond Tutu, qui a écrit que se taire dans une situation d'injustice peut être assimilé à une situation d'injustice, voire même de complicité plus ou moins active. Mais Thierry Afanoukoé, si l'élection présidentielle du 22 février va se jouer entre 7 candidatures, il y a une autre élection qui va se dérouler demain à Kara, dans le monde du football.
Et paradoxalement, c'est un seul candidat. Une seule candidature. Oui, malheureusement, c'est le cas puisque le second candidat a désisté un peu plus tôt, laissant la voie libre au président sortant d'être le seul candidat en lice. On espère que il aura 100% des votes, mais si jamais il n'a pas les 100% des votes, ça veut dire qu'il y a des problèmes et qu'il doit s'atteler à les résoudre. Merci. Donc c'est pour dire que le congrès électif de la Fédération togolaise de football se tient demain samedi 25 janvier à Kara. Il se fait que le seul candidat en lice, c'est Guy Yaovi Akpovi, qui aspire à se succéder à lui-même. Des confrères sont sur les lieux. Dans notre émission du lundi, nous aurions à revenir sur le déroulement de cette assemblée, de ce congrès électif et le score qu'aura réalisé Guy Akpovi, surtout les engagements qu'il aura pris pour les prochaines années à suivre. Et, il est midi, nous allons nous ouvrir incessamment sur les auditeurs qui vont revenir sur les sujets qu'on a débattus. On a rappelé les 46 ans de la catastrophe aérienne de Sarakawa. On a également parlé de ce tragique accident qui a endeuillé la ville de Kara, disons tout le Togo, parce que quand le point focal parlait de moins 20 morts et tous ces blessés, c'est tout le Togo qui est endeuillé. On est revenu sur le triste sort de la microfinance Lomen et les comportements que nous devrions tous observer, aussi bien les élus, les dirigeants que les adhérents à nos différentes structures de microfinance. On a parcouru le cadre préélectoral avec ce qui se fait, les inquiétudes des uns des autres, dont l'association des cadres musulmans du Togo. On a fini avec le congrès de la fédération qui se tient demain. Malheureusement, Monsieur Issifou, vous ne pourrez pas être avec nous à partir de midi. Bon, je peux accorder 5 minutes s'il y a des auditeurs qui ont des sujets inhérents à mon intervention. Merci. Alors rapidement, un coup d'œil à nos commerciaux, puis nous ouvrons sur les auditeurs. 13.5 Canal FM. Eh bien, c'est parti. J'ai à mes côtés le président Abdourafiou Issifou des cadres musulmans, le directeur exécutif de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés Ange Keto et le confrère Thierry Afanoukou pour recueillir vos commentaires et vos questions. Le premier auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. C'est monsieur monsieur, comme l'a dit Davédi. Comme l'a dit Davédi. Je salue tous les invités. Nous vous saluons aussi. Et plus précisément, le délégué de cadre des musulmans. Je le félicite d'avoir évoqué ce sujet. Moi, personnellement, j'avais fait un voyage de Palimé jusqu'à Dapaon. Ce que j'ai vu vraiment, j'étais ébahi. Pourquoi? Je me suis demandé, mais le pouvoir clame en disant que ils veulent que l'élection soit transparente, libre et dans une paix totale. Et surtout inclusive. Inclusive. Et je vois des armadas de militaires dans toutes ces villes. Et je me suis posé la question, c'est quoi? Vous voulez intimider les gens de sortir pour aller voter ou comment? Là, je lance un appel au gouvernement de cesser d'envoyer les militaires dans ces zones. Sinon, c'est pas bien. Hein? Ils sont en train d'intimider même le jour de vote, ou bien ils sont en train de préparer un vote électoral, ou bien on ne comprend pas pourquoi dans les autres pays, quand il y a élection, tu ne verras aucun militaire en ville. Et au Togo, l'armée même qui sort avec tout un armada de guerre. Merci comme l'avis, mais il faut quand même rappeler que l'élection doit se passer dans un contexte de paix et de sécurité. Pour ça, on a besoin quand même de la force publique. C'est pourquoi la force spéciale élection 2020 a été mise sur pied avec des gendarmes et policiers. Seulement, nous les Togolais, nous confondons un peu trop les hommes habillés. Et comme les Togolais connaissent la différence entre un policier, un gendarme, un militaire, mais veillons quand même à ce que tout se passe comme il se doit. Le deuxième auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Sass, bonjour. Oui, c'est monsieur? Abonné. Abonné, oui.
s'il vous plaît, je serai un peu rapide. Soyez rapide. Oui. J'ai une question pour le président et deux pour M. Ange. Oui. Pour le président, l'indifférence des Togolais est vraiment remarquable. Est-ce que dans les mosquées, dans nos églises, cela ne doit pas s'enseigner, puisqu'on pense que ça ne peut qu'arriver aux autres et qu'on reste toujours indifférent? Est-ce que cela ne doit pas se faire aussi dans les mosquées? Merci. Et pour M. Ange, c'est une question à deux volets. Il a dit dans son intervention que l'épargne de l'humain est essentiellement tontinier et que dans le futur, ça pourrait poser problème. Est-ce que le ministère qui est chargé de délivrer l'agrément n'avait pas les outils pour remarquer ceci et que en 2016 même, ils ont sorti le nom de tous les microfinances qui étaient dans le cas et on a dit de redresser les autres. Voilà que l'humain faisait partie des microfinances qui avaient d'agrément et n'ont pas vu de loin ce mal-là. Est-ce que les victimes de ce fait-là ne peuvent pas porter plainte contre l'État sur le fait que l'État a failli à sa mission de garant de l'épargne publique? Merci. Ça, c'est la première question. Deuxième, pour lui, la responsabilité sociétale de APSD et des microfinances, on en retrouve la formation financière qui n'existe plus. Est-ce que cette formation financière qui devait même permettre à nous les membres d'être rigoureux regardant sur la gestion de nos fonds, cela n'a pas été une faillite de leur part aussi? Merci. Merci, Président Issifou. Merci, et je remercie l'auditeur et sa question est vraiment pertinente. Je crois que le rôle de cette sensibilisation est partagé et il y a tout le monde qui doit contribuer à cette activité de sensibilisation sur la citoyenneté, sur la solidarité. Et c'est vrai, les mosquées, les églises ont leur part, comme je l'ai dit précédemment. Mais vous savez, l'ambiance que nous vivons actuellement est tellement crispée que des fois, les interventions dans les églises ou dans les mosquées sont un peu difficiles à faire. Parce que là, les gens ont une certaine crainte, une certaine peur qu'à travers leurs interventions, que cela ne soit interprété autrement et ou qu'ils subissent peut-être certaines violences ou je ne sais pas. Et donc il y a cela qui est un frein à ce travail de sensibilisation de la communauté, mais il reste que c'est un projet sur lequel vraiment il faut travailler. L'État doit vraiment travailler à ce que vraiment l'esprit de patriotisme vraiment puisse naître en le Togolais. Merci Président Issifou. Ange Ketor, question à deux volets. Merci beaucoup à Monsieur Abonné. Oui. Par rapport aux interventions du ministère, je crois qu'on l'a dit, le ministère est censé contrôler chaque unité une fois au moins par an. Et le contrôle, l'inspection du ministère a fait défaut. Mais à la décharge du ministère, la cellule qui est censée faire l'inspection n'a pas les dotations nécessaires en ressources humaines, en moyens matériels, financiers. Ça, c'est le cas de toutes les cellules ministérielles de l'UEMOA. Donc, mais le palliatif aurait été un dispositif interne d'audit pour contrôler, ou le contrôle même au sens conseil de surveillance, le contrôle même des membres par leur participation à l'Assemblée générale. Vous êtes membre d'une mutuelle, vous êtes censé participer à l'Assemblée générale parce que vous êtes actionnaire de la structure. Et donc, en termes d'éducation de la population, nous avons non pas de responsabilité. Ça demande, l'éducation financière demande beaucoup de ressources. Et nous sommes en train de travailler sur un projet régional UEMOA qui a une déclinaison au Togo. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est l'éducation de la population. Merci Ange Ketor. Il y a des auditeurs qui s'impatientent. Bonjour. Allô, bonjour, ça, c'est Monsieur Kolani depuis Agoué. Oui. Oui, d'abord, il faut saluer vos invités et puis le journaliste qui est sur le plateau. Merci. Vous savez, le Togo est un pays laïque. Quand on me cite les villes Bafilo, Sokodé, Consort, c'est le devoir de l'État. L'injustice, un Togolais, quand on mène l'injustice, ce n'est pas question d'ethnie ou bien de religion. Il faut de la paix pour tous les Togolais. On peut dire ici le ministre de la Sécurité, il est musulman. Sassouna Traoré qui est sur la liste des candidats, il est musulman. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? C'est là la responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Nous avons dit que ceux qui nous gouvernent
ne nous gouvernent pas bien, ils ne sont pas transparents. C'est pourquoi nous demandons à la population de les sanctionner dans les urnes pour que quelqu'un d'autre vienne. Et la solution est réglée. Maintenant, sortir, stigmatiser telle ville, les musulmans sont ceci, cette division-là, il faut la taire. Parce qu'il y a des cadres de Bafilo qui peuvent voir leurs frères et leurs sœurs qui ne sont pas bien traités. Il faut qu'ils réagissent. Ils font partie du gouvernement. Et l'État, je dis bien, c'est la responsabilité. Le chef de l'État n'a qu'à écouter. Tout Togolais, il est le président de tous les Togolais. C'est pas le président de UNI. Donc, dans quelle préfecture il y a un problème, il doit agir. Même les militaires, ils sont musulmans, ils sont chrétiens. Donc, quand on stigmatise ça là, moi je suis pas d'accord. Parce que l'État togolais doit être uni. Uni et uni. C'est une nation que nous voulons construire. Merci, Kolani. Les cadres musulmans qui rappellent que la responsabilité est individuelle et ne saurait être collective, ce qui s'apparenterait à des formes de stigmatisation et d'injustice. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, c'est ça. Oui, c'est monsieur Noé. Pardon? Noé. Oui, nous vous écoutons. Mes condoléances à toutes les familles endeuillées à Kara suite à l'accident. Oui, et maintenant, ici, doit interpeller la conscience de la sécurité. Quand nous voyons les camions, les véhicules, les titans, quand je parle de camions qui transportent le sable, les titans qui transportent du ciment, des fer à béton et autres là, il y en a qui sont hors usage. Mais on les laisse dans la circulation. Vous voyez les conséquences. Quand l'usager de la route sous le feu tricolore passe battu à l'orange, il est déjà arrivé sous le feu, on l'interpelle qu'il a géré le feu. Maintenant, quand on voit ces véhicules qui sont en principe des dangers publics, on ne dit rien. Tout est normal. Et voici les dégâts. Quel est l'état de ce camion qui a causé ces dégâts, Kara? Allez-y voir son état. Vous allez comprendre pourquoi le freinage et la batterie, tout ça là ne fonctionnait pas. Ensuite, maintenant, je vais intervenir concernant les 6 candidats de l'opposition face aux candidats UNIR. Ils sont sur la scène politique depuis des années 90, certains d'entre eux. Ils ont évolué de coalition en coalition. Et aujourd'hui, l'occasion de faire permis. C'est-à-dire, s'ils trouvent que c'est salutaire d'aller à ces élections, il faut qu'ils acceptent le résultat, quel que soit ce résultat. Mais s'ils trouvent que les conditions ne sont pas favorables, les fils n'ont qu'à se concentrer sur le tir avant l'ouverture des campagnes électorales. En ce temps, la communauté électorale sera au courant qu'il y a un seul candidat sortant, UNIR, qui est candidat à sa propre association. Il n'y a plus d'opposition. On se voit déjà comprendre pourquoi l'opposition s'est retirée. On saura si ce n'est pas salutaire pour le pays. Parce que présenter un seul candidat ou bien aller assis devant le candidat de UNIR, là, ils doivent être prêts à accepter les résultats et pas revenir nous dire qu'on les a volés sans preuve. Merci Noé. Les candidats à qui vous vous adressez seront avisés en conséquence. Le candidat suivant, l'auditeur suivant, bonjour. Allô, il a dû partir, mais il reviendra sûrement. Oui, bonjour l'ami. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur. C'est monsieur? C'est monsieur Jean. Jean. Oui. Eh bien, nous vous écoutons. Je voudrais vous féliciter pour l'émission. Merci. Et vous inviter également. Je voudrais dire simplement que pour les questions concernant la sécurité, c'est des questions un peu délicates sur lesquelles il faut se prononcer avec tact, au risque de plonger toute la population dans un amalgame, parce que vous êtes vraiment écoutés, si vous ne le savez pas. Merci. Encore félicitations pour votre émission. Merci. Nous essayons de faire la part des choses. Nous ne manquons jamais de rappeler que l'élection doit se dérouler avec la sécurité, d'où l'importance de la force spéciale élection 2020 qui est composée de gendarmes et de policiers. Les militaires ne devraient être sollicités que dans des cas de troisième force, des cas d'urgence comme on l'appelle. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, Saf. Oui. C'est Abdel. Abdel. Ouais. Vous êtes le bienvenu. Mes condoléances aux familles au pleuré à Kara. Merci. Il y a un sujet, j'ai tenté d'entrer en ligne depuis le début de la semaine, mais bon, comme vous êtes tellement très écoutés, et beaucoup d'auditeurs aiment rentrer en ligne, donc j'ai pas eu l'occasion. Maintenant, on va vous suivre directement. Il y a un sujet sur lequel je voulais me prononcer, c'est par rapport à la requête de Jean-Pierre Fabre. Oui. Quoi qu'on dise et qu'on fasse, même
le président de la Cour constitutionnelle, sait très bien que Jean-Pierre Fabre a raison. Et puis, j'ai suivi tout au long de la semaine les journalistes débattent sur ces questions. Je suis tombé des nues. Parce que cela, d'ailleurs, même pose un problème à nos étudiants, même en première année de droit à l'université. Le respect de nos textes constitutionnels. C'est très grave. Le problème que Jean-Pierre Fabre pose aujourd'hui doit soulever un grand débat dans l'opinion publique, y compris chez vous là-bas à Canal FM. Parce qu'on ne peut pas, à chaque fois, se laisser piétiner nos textes de cette manière. Ah oui, nous ne devons pas cautionner ce qui n'est pas bien pour l'avenir de ce pays. Moi, j'ai trouvé en cette requête, bien que je n'ai rien à voir avec Jean-Pierre Fabre, je ne l'aime pas, mais cette fois-ci, il a frappé fort. Et on fait semblant comme rien ne se passe. Et c'est là où c'est grave. Il faut se dire les quatre vérités. C'est très grave. Et vous devez, c'est un débat que vous devez chaque fois d'ailleurs amener pour situer, amener même, si possible, des grands jurys, pour situer l'opinion sur cet état de... Merci Abdel de nous faire beaucoup d'honneur. Nous essayons avec les moyens de bord, souffrez que nous ayons des insuffisances, mais notre volonté reste intacte de vous servir le maximum d'informations. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Sas. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Philippe. Philippe. Oui. Eh bien, vous êtes en direct. Je voudrais remercier tous les invités et surtout Ange Kétor, qui a donné les vraies informations par rapport à son secteur. Je voulais profiter de votre antenne pour réveiller un peu les citoyens togolais. Ce n'est pas un forfaiture. Quand on vous dit, quand vous voyez une institution de microfinance, demandez à voir s'ils ont un agrément. Appelez la SFD pour demander si telle microfinance est vraiment agréée. Il a bien dit, et c'est intéressant, et il a bien situé les responsabilités de la Cadimet, qui n'a pas su jouer son rôle comme ça se doit. Parce que les institutions de microfinance envoient des rapports trimestriels à son endroit. Alors, il voyait depuis que lui-même ne respectait pas l'engagement. Et la loi interdit la rétrocession des agréments. Et le ministère savait pertinemment que lui-même même existait avant. Mais compte tenu de sa faiblesse, a cédé son agrément à Titopé. Et celui qui était l'auteur de Titopé avait été l'auteur de faute qui a été fermé dans ce pays avec l'argent des citoyens, l'Anda togolais. Et ce même initiateur de forme qui est devenu Titopé, qui devient aujourd'hui lui-même, voilà encore le mal qu'il a commis. Et selon le développement de Ange, c'est encore les citoyens togolais qui sont sur l'abattoir. Parce que quand est-ce que ce ministère va agir et va payer ces derniers? Et vous savez comment ça se fait. Et c'est malheureux. Alors, appel est lancé à tous les citoyens togolais. Lorsque vous voyez ces institutions pilulées dans vos marchés, dans vos coins, tout là, ne leur faites pas confiance. Merci Philippe. Le citoyen, c'est celui qui connaît ses droits et ses devoirs, exercer les uns avant d'exiger les autres. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Allô, c'est monsieur Koulani qui revient. Ah, bon retour. Ouais, pour les microfinances, nous savons que nos mamans, la majorité de nos parents, n'ont pas mis pied à l'école. Donc nous allons exhorter les maires élus là, au niveau des communes, ils n'ont qu'à prendre des initiatives pour voir ceux qui viennent collecter de l'argent, remonter pour voir si vraiment c'est des microfinances fiables. Et c'est ce que nous pouvons faire pour faire pallier ces genres de problèmes. Sinon, quoi qu'on dise, nos mamans dans les villages et consorts, eux ne savent pas qui est fiable, qui n'est pas fiable. C'est tout ce qu'on peut dire sur ce point. Merci Kolani, mais comme vous êtes venu 2 fois là, vous avez manqué d'un manque de courtoisie, et vous savez pourquoi? Non, vous avez votre seigneur Kotokoli ici au studio et vous vous permettez d'appeler 2 fois? Non, comme c'est aujourd'hui la prière, je le laisse. Il aura sa punition après. Oui. Ok. Cette vieille guerre entre Kotokoli et Mouba, qui est le seigneur de l'autre, qui est l'esclave de l'autre, est-ce qu'on connaîtra vraiment une réponse à cette affaire-là? Entre vous, les Kotokoli et les Mouba, qui est vraiment le maître de qui? Il reste que c'est vraiment une situation où, disons, je sais pas le mot qu'il faut placer, qui devrait nous
favoriser le vivre ensemble. Je crois que en Afrique, nous avons vraiment des éléments qui devraient vraiment nous permettre à ce que on soit vraiment qu'il y ait une certaine cohésion sociale. Et le cas entre les MOBA et les teams, je crois que c'est un fait, c'est un fait vraiment qui permet à ce que aucun Kotokoli ou aucun thème ne puisse jamais avoir de problème avec un MOBA. Et il y en a aussi dans d'autres ethnies, je crois. Et donc, c'est des éléments vraiment qui devraient nous faciliter le vivre ensemble. Voilà des couloirs sociologiques qui permettent à des peuples comme les Kotokoli, les MOBA de fraterniser, de se moquer mutuellement les uns des autres sans aller à la guerre. Ça me rappelle une fois dans ce studio, j'ai eu un Kotokoli, ça devait être Tchakala à Lirou. J'ai eu un MOBA, le ministre Yak Damehan. Mais Tchakala n'avait pas eu le courage d'appeler Yark Wawa. Voilà également d'autres réalités qui nous rattrapent des fois. Merci, nous arrivons au terme de cette émission. Vous avez écouté les auditeurs qui vous ont beaucoup remercié, Thierry, surtout vous les invités. Sans faire de jaloux, président Issifou, vous êtes resté à nos côtés pour recueillir les avis des auditeurs alors que l'heure de la prière approche. Je tiens vraiment à vous en remercier. Je crois que le merci est à vous pour cette opportunité qui nous est offerte pour vraiment contribuer vraiment à ce que après les élections vraiment nous puissions nous retrouver et vraiment être fiers d'être Togolais parce que c'est important pour nous. Merci et prions que votre déclaration tombe dans des oreilles attentives et bienveillantes. Merci. Ange Ketor, vous avez écouté vous-même que les auditeurs ont beaucoup apprécié l'opportunité de votre passage. Alors qu'avez-vous à nous dire en guise de conclusion de cette émission? Merci beaucoup. Je pense que nous sommes disposés à répondre chaque fois que vous allez nous appeler, mais l'exhortation, c'est beaucoup plus à l'endroit de la population. Approchez-nous, demandez des informations et on vous dira dans les détails comment se porte chaque institution. Et pour nous avoir, vous composez le 22 25 50 75, 22 25 50 75, et très bientôt nous aurons un numéro vert pour que les gens puissent se plaindre et poser toutes les préoccupations. Des systèmes financiers décentralisés dont le siège se trouve sur la route de Adido Gomé. Adido Gomé, Carrefour La Pampa, nous sommes voisins à la Société des Postes du Togo. Merci Thierry Afankoué. Oui, votre carton de fin de semaine. Oui, avant le carton, je crois qu'un auditeur est revenu sur la démarche de Jean-Pierre Fabre, mais je crois aussi avoir dit quelque chose d'important ici, c'est que je m'interrogeais, est-ce que la Cour constitutionnelle doit connaître de la constitutionnalité de notre constitution? Donc, c'est un autre point. C'est un débat qui était vraiment trop élevé pour moi. Nous allons chercher des juristes. Donc, je n'ai pas de carton, si ce n'est appeler les 7 candidats en liste à œuvrer à ce que le processus se déroule dans la paix. Merci. Juste souhaiter beaucoup de courage aux familles qui sont endeuillées. C'est la vie aussi. On n'a pas fini de nous souhaiter longue vie, santé, ceci et cela, mais nous enregistrons des maladies, voire des morts, et des gens devront enterrer qui un parent, qui un collègue, qui un voisin. Il en est ainsi pour Kokou Doji Paul Apevon, maître Apevon, qui est orphelin de sa maman. L'enterrement aura lieu à Vaughan demain. Thierry, il faut conseiller à Maître Apevon de ne pas trop pleurer. Oui, tout à fait. Eh bien, courage à vous, Maître Apevon. Courage à tous ceux qui sont en deuil. Bon week-end, mais nous nourrissons l'espoir de nous retrouver le lundi prochain à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.